Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons commencer à implémenter les statistiques du joueur. Donc par exemple la vie, les points de dégâts, etc. On va aussi faire en sorte que notre personnage puisse donc mourir dans un premier temps lorsqu'il tombe de la plateforme et donc le faire respawn au bout de 3 secondes par exemple. Pour commencer, on va créer deux scripts pour notre player. Donc ici on va aller dans script et on va créer create C# script, on va l'appeler player stat. Recharger la solution, oui. Ensuite, create C# script player. Donc, on va, pour commencer, glisser notre script player sur notre player. Player stat, on va pas le mettre sur notre GameObject player. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hériter de ces propriétés, de ces variables, de ces méthodes, etc. Je vais vous expliquer comment faire. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Si vous avez des notions d'orienté objet, ben, vous devrez comprendre ce que je suis en train de dire, mais sinon, je vais quand même vous expliquer rapidement. Donc, on peut, pour commencer, ouvrir player stat. Recharger, oui. Donc, on va enlever les commentaires. Donc ici, on va faire une propriété float qui sera donc sa vie, ou on pourra l'appeler PV ici, voilà. Et ensuite, propriété float damage. Donc là, ce sera les dégâts de mon personnage. Alors pour l'instant, on va se limiter à deux propriétés. Alors en attendant, on n'aura pas besoin de start ni de update. Par contre, ce qu'on va rajouter, c'est un constructeur, donc player stat. Donc un constructeur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous voyez que on lui définit d'abord une accessibilité, donc ici en public, et ensuite on nomme, ça ressemble vaguement à une méthode, mais donc on la nomme de la même manière que l'objet. Donc vous voyez que quand je sélectionne mon objet, il est en surbrillance aussi. Et en fait, à quoi va servir le constructeur? Eh bien, une fois que l'objet en question va être instancié, eh bien, la première chose dans laquelle il passera, ce sera dans son constructeur. Donc on pourra déjà lui définir des PV par défaut et des damage par défaut. Donc ici, on va lui dire que PV est égal à 100 par exemple. Et on va lui dire que damage est égal à 25 par exemple. Alors maintenant, on peut retourner dans Unity et ouvrir donc player. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on va faire pour hériter de notre player stat. Donc, on va pouvoir déjà enlever l'héritage de MonoBehaviours. Donc, vous voyez que pour hériter, en fait, donc si je mets juste player, eh bien, les objets, enfin les propriétés que je placerai dans mon objet player, donc par exemple une vie ou des méthodes, eh bien je pourrais y accéder seulement en instanciant mon objet player. Et sinon, eh bien si j'hérite, si je fais un héritage donc de player stat, alors on va retourner rapidement dans player stat, on peut voir que player stat lui hérite bien de MonoBehaviours, donc de toutes ces méthodes, toutes les méthodes comprises dans MonoBehaviours, toutes ces propriétés, toutes ces variables. Et bien moi, en héritant de player stat, je vais donc hériter de tout ceci et aussi de tout ce qu'il y a dans MonoBehaviours. Donc du coup, dans mon player, dans start par exemple, si je tape un debug.log de PV, ben vous voyez que je peux accéder à PV tout simplement en écrivant le nom de sa propriété. Donc là, si maintenant je lance Unity, on va se mettre dans la console. Vous voyez qu'ici, ben, j'ai donc son nombre de points de vie. Donc maintenant, on va pouvoir retourner dans notre script player. On va pouvoir effacer donc ce debug.log. Et donc ici, on va créer donc trois méthodes. Donc une méthode pour vérifier que notre player est sorti de la caméra, donc en Y. S'il sort de la caméra en Y, donc vers le bas plutôt, eh bien
détruira le GameObject. Ensuite, on créera une autre méthode qui est donc recevoir dégâts, qui va nous permettre d'infliger des dégâts à notre player. Et pour finir, on créera une méthode infliger des dégâts. Mais ça, on la laissera vide pour l'instant. Ça nous permettra plus tard d'infliger des dégâts aux ennemis. Donc maintenant, on va pouvoir créer la première méthode, qui est donc public void player tombe. Donc ici, comment va-t-on faire pour savoir quand notre personnage est passé sous la caméra? Eh bien, on va créer un vecteur 3 qu'on va appeler pose et qui sera égal à camera.world to viewport point et entre parenthèses, donc on va lui passer notre position, donc transform.position. Donc que fait cette méthode? Eh bien, elle va simplement interpréter la position du monde en 4 points différents. Donc, c'est-à-dire que ce qui se trouve au-dessus, donc tout au-dessus de la caméra, donc le point haut de la caméra, eh bien, ce sera 1. Le point bas, ce sera 0. Pareil pour l'axe X. Tout à gauche, ce sera donc 0 et tout à droite, ce sera donc 1. Donc pour nous, ça va être facile de définir à partir de quand notre personnage passe sous la caméra avec une simple condition if pose.y inférieur ou égal à 0.0 f, bien entendu. On pourra donc lui dire ici debug.log dead. Donc on va tester ce que cela donne. Oui. Avant de mettre sur play, on va appeler quand même la méthode dans l'update, sinon ça ne marchera pas. Donc ici, dès que je passe sous la caméra, vous voyez que dead. Alors par contre, la caméra, vous voyez qu'elle me suit. Elle devrait s'arrêter donc ici et ne pas aller plus bas. Donc on va fixer rapidement ce bug. Donc on va se rendre sur main caméra et double-cliquer sur le script de la caméra. Alors vous voyez ici en commentaire, je vous ai déjà mis le code pour fixer ce bug. Donc on va décrypter ça ensemble. Donc j'enlève du commentaire. Donc vous allez rajouter une variable de type float que j'ai appelé moi ici new position y, donc new pose y égale matef.clamp. Donc que fait cette méthode en fait? Elle va prendre une valeur et définir sa valeur minimum et sa valeur maximum. Donc elle ne pourra pas dépasser ces valeurs qu'on lui aura indiquées. Donc ici par exemple, vous voyez un peu ce qu'elle nous demande en paramètre, donc une valeur. Donc la valeur ce sera newPose.y, donc newPose qui est ici, donc c'est un vecteur 3. C'est donc une position et on va récupérer sa position en y. Et on va lui dire que cette position en y, eh bien sa valeur minimum, ce sera donc moins 2. Pour ma part, chez moi, c'est moins 2. Chez vous, ce sera peut-être pas ça. Ça dépend si vous avez suivi à la lettre le tutoriel. Si c'est le cas, moins 2 sera correct. Sinon, ce sera peut-être une autre valeur. Ça sera à vous de régler cela. Et ensuite, la position maximale, ce sera donc matef.infinity. Donc l'infini. Voilà. On n'aura pas donc une limitation pour la valeur la plus haute du point Y. Ensuite, je dis simplement que newPose.y égale à la variable que je viens de définir juste ici. Alors, une fois qu'on a fait cela, notre caméra va être fixée. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, la caméra s'arrête bien. Et mon personnage est bien dead une fois qu'il sort de la caméra. Donc maintenant, on va pouvoir retourner dans notre player script. Et on va pouvoir lui définir une nouvelle méthode. Public void recevoir dégâts. On va lui mettre en paramètre des dégâts, donc float dégâts.
Et dans cette méthode, on va simplement lui dire que la vie, enfin PV, du coup, moins égale dégâts. Voilà, donc ici, du coup, si ma position, donc si je sors de la caméra, du coup, on va pas simplement mettre un debug.log, on va lui infliger des dégâts. Donc recevoir dégâts, et on va lui mettre un matf.infinity. Donc là, on va lui infliger une infinité de dégâts. Donc il sera forcément mort, hein. Donc maintenant, il faut définir à quel moment notre personnage meurt. Donc pour ça, on va créer une propriété booléen qu'on va appeler player is dead. Donc on va la mettre en lecture seule. On va ouvrir donc des accolades et on va lui retourner une valeur. Donc player is dead sera vrai si, donc c'est comme ça que ça se définit, enfin c'est comme ça que ça se lit ici avec un get return. Donc mon player sera mort si mes PV seront inférieurs ou égales à 0. Donc s'ils sont inférieurs ou égal à 0, et bien player is dead sera vrai, sinon il sera faux. Donc à partir de ce moment-là, eh bien on aura donc l'information. Donc ici on va mettre donc if player is dead. On va simplement vérifier en mettant un debug.log dead. Donc là, on teste. Et vous voyez que c'est bon, donc dead. Ça veut dire que mon personnage s'est bien pris une infinité de dégâts. Alors on retourne dans notre script et on va supprimer ceci. Donc maintenant, l'idéal, ce serait que quand notre player meurt, qu'on puisse le détruire et puis le réinstancier par exemple 3 secondes plus tard. Alors pour ça, on va avoir besoin d'un GameObject vide qui sera là tout au long de la partie pour pouvoir justement instancier, détruire les GameObjects que l'on a besoin. Donc pour l'instant, il nous servira simplement à détruire et instancier notre joueur, mais par la suite, il nous servira d'autres choses. Alors, on va créer ce GameObject. Alors, on va dans Create Empty. On va donc le renommer en Game Manager. On va être dans Projet Script et on va lui créer un script dédié, donc Game Manager. Et on va pouvoir lui glisser dessus. Donc on va pouvoir lui ouvrir, recharger la solution. Voilà. Alors l'idée ici, ça va être de pouvoir y accéder, donc d'accéder à notre Game Manager partout. C'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin d'une référence pour pouvoir l'utiliser. Donc pour l'instant, on n'en aura pas besoin là tout de suite, mais par la suite, on en aura besoin de cette manière, donc d'accéder directement à notre Game Manager. Donc en faisant comme ceci, je vais vous montrer donc Game Manager. Donc l'idée, ce serait de faire un Game Manager point instance, du coup, point instance, point quelque chose, donc point toutes ces propriétés, toutes ces méthodes. Alors pour faire ça, c'est faisable, je vous rassure. Par contre, il va falloir s'assurer qu'il n'existe qu'une seule instance de cet objet. Parce que s'il en existe plusieurs, eh bien, en tapant un GameManager.instance, eh bien, étant donné qu'il y en aura plusieurs des instances, on ne saura pas laquelle est la bonne. Alors, pour faire ceci, il faut utiliser ce qu'on appelle un singleton. Donc, c'est un procédé pour justement s'assurer qu'il n'existe qu'une seule instance de cet objet. Alors, pour ça, il faut créer donc une variable private static. Donc, static, c'est le mot-clé pour définir qu'elle est accessible de partout. Static Game Manager, donc de l'instance
Donc elle prendra comme type un game manager qu'on appellera donc instance. Ensuite, on va créer une propriété qui elle sera publique, donc accessible partout, parce que donc private static, donc elle est accessible de partout, mais étant donné que son accessibilité est en private, eh bien elle est accessible qu'à notre classe ici. Alors, étant donné qu'on ne peut pas mettre en public une variable normale, on crée donc une propriété publique de type, donc en statique, et de type game manager aussi. Game manager qu'on appellera donc instance avec un i majuscule, et donc on n'oublie pas d'enlever le set parce que le set c'est donc accessible en écriture, donc c'est à dire que si maintenant j'écris un instance, donc par exemple j'écrirai donc un game manager .instance égale, et bien je pourrais la modifier si j'aurais laissé le set, et nous on ne veut pas qu'on puisse la modifier dans d'autres objets, donc on la met en lecture seule, c'est-à-dire que get, on va simplement récupérer sa valeur, mais on ne pourra pas en affecter une autre. Donc get, on va pouvoir retourner notre instance. Donc là, notre propriété eh bien, est égale en fait à cette valeur, donc elle return cette valeur. Donc maintenant, pour s'assurer qu'il n'existe qu'une seule instance de cet objet, on va créer un awake. Donc ici il y a un petit bug à chaque fois, private, et ici on va simplement vérifier si instance est différent de nul, et bien on détruira ce GameObject. Destroy GameObject. Donc en fait, à la première instanciation, instance vaut nul. Donc si elle est différente de nul, elle rentre ici. Donc à la première instanciation, elle ne rentre pas dans la condition, parce qu'elle sera nulle, donc elle n'est pas différente de nul. Et donc si j'essaye de réinstancier une nouvelle instance, eh bien elle sera détruite. Sinon, eh bien, si c'est la première instance, eh bien, on va simplement dire que instance est égale à this. Et donc ce mot-clé nous permet de dire, si on le sélectionne, qu'il est égal donc à cet objet. Donc ici, une fois qu'on a créé notre singleton, je vais, pour illustrer mes propos, créer une méthode de test, public void test. On va aller dans player par exemple, et on va pouvoir l'appeler donc en faisant un game manager.instance.test. Voilà, et là, eh bien, on pourra donc accéder à notre game manager de partout, sans aucun souci. Voilà. Alors pour l'instant, on va pas l'avoir eu l'utilité maintenant, mais je vous assure que plus tard, ça va nous servir grandement. Alors maintenant, comment on va procéder pour instancier et détruire notre player? On va utiliser ce qu'on appelle des events. Alors des events, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement un mécanisme qui va servir en fait à indiquer au reste du code que quelque chose s'est passé, donc quelque chose de précis qu'on aura défini à l'avance. Donc c'est-à-dire que ici par exemple, quand mon player va mourir, eh bien je vais indiquer à mon game manager que mon joueur est mort. Alors comment je vais faire ça? Eh bien je vais simplement vous expliquer tout d'abord. Un event, il a besoin de quoi pour fonctionner? Donc il a besoin d'un delegate. Un delegate se définit comme ceci, donc public delegate void par exemple test, on va l'appeler test, voilà, et ensuite on va pouvoir lui passer des paramètres genre int num float num2 par exemple. Et en fait mon event, donc je vais créer un event ici, public event, sera égal, donc il sera de type test, donc il sera du type de mon délégué, et là on va tester, on va lui dire donc event test. Et donc là on a créé notre event, donc on l'a déclaré, et en fait
mon event, il sera obligé de respecter cette signature. Donc il sera obligé de s'abonner à une méthode qui ne retourne rien, donc void, et qui prend en paramètre un int et un float. Alors, ça c'est quand on veut créer un délégué soi-même, quand on veut créer un délégué spécifique. Mais il existe des délégués dits génériques. Donc on peut créer un event en faisant un public event de type action. Donc action avec un A majuscule. Et ensuite vous faites un clic droit sur action. Vous allez dans action rapide et refactorisation. Et vous cliquez sur using system. Voilà. Donc là, action est maintenant correcte. Donc action, c'est en fait une version générique des delegates de type void, donc il ne retourne rien. C'est-à-dire que maintenant ici, si je lui mets entre crochets int, float, game manager par exemple, et que je vais l'appeler ici, donc là je vais donner un nom à mon event, donc mon event, eh bien il faudra que mon event respecte donc la signature, c'est-à-dire de s'abonner à une méthode qui ne retourne rien et qui prend en paramètre un int, un float et un game manager, par exemple. Alors nous ici, on n'aura pas besoin de ceci. On va juste mettre action mon event. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il s'abonne à une méthode de type void, donc qui ne retourne rien, et qui ne prend rien en paramètre, donc quelque chose de simple. Donc là, une fois que mon event est créé, je vais pouvoir dire dans mon update, ici, que si mon event est différent de nul, et que player is dead, oups, player is dead, donc si mon player est mort, eh bien j'appelle mon event, donc mon event comme ceci, donc là il sera appelé. Alors maintenant il faut l'abonner. Alors pour l'abonner, on va devoir aller dans le game manager et pour ça on va devoir récupérer le script de notre joueur. Alors pour faire ceci, on va créer donc un private transform player qu'on mettra en serial isField. Donc là en fait on va récupérer notre joueur en le passant directement dans la hiérarchie. Et donc ça va être par ici, donc dans notre game manager, qu'on va l'instancier déjà une première fois. C'est-à-dire qu'on va aller dans Unity et on va prendre notre player et on va le convertir en un préfab. Donc moi il est déjà en préfab, mais vous le glissez simplement dans les assets et il sera donc converti en préfab. Voilà, je vais y arriver. Alors du coup on peut aller dans le game manager et lui passer déjà notre préfab ici. Donc on peut maintenant effacer notre joueur. Donc ici on va faire un apply déjà, tout ça. Voilà, et on va supprimer donc notre joueur de la scène. Voilà. Donc une fois qu'il est supprimé, on va pouvoir l'instancier. Donc pour commencer, une chose qu'on va faire, c'est qu'on va l'instancier au start de notre game manager. Donc pour tester, voilà, on va faire un instantiate donc player. Ensuite il nous faut donc un transform parent. Donc maintenant il nous faut un endroit où notre personnage va spawn. Donc on va créer un game object vide, create empty, rename, spawn point. Donc spawn point, on va aller ici et on va sélectionner une icône rouge, comme ça au moins on voit où il se trouve. Donc on va le laisser en 0, 0, 0. C'est tout à fait correct.
Et maintenant dans Game Manager, on va devoir créer ici donc player, voilà. Et donc dans mon Game Manager, je vais devoir créer un spawn point, donc ici c'est release field private transform spawn point. Donc ici deuxième élément, ce sera donc un spawn point. Et enfin quaternion, donc quaternion.identity. Alors ça c'est pour la rotation, donc là on va lui laisser la rotation par défaut, et ici on va mettre un point position. Voilà, donc on va déjà voir ce qui se passe. Hop, voir un peu les bugs qu'on aura. Alors oui, effectivement, spawn point, je ne l'ai pas mis, ça n'ira pas. Voilà. Voilà, donc là on est bien instancié. Par contre, vous voyez que la caméra ne me suit plus. Voilà, donc ça c'est déjà un bug qu'on va fixer. Pour faire simple, on va aller dans la caméra. Voilà, on va déjà dire ici que si target égale nul, on return. Donc là, en faisant comme ceci, eh bien, une fois qu'elle sera nulle, eh bien, il n'ira pas plus loin dans le code et donc il retournera. Il n'ira pas plus loin tout simplement. Voilà, donc ici ce sera OK. Maintenant on peut aller dans le Game Manager et on va pouvoir ici récupérer private transform. Non, on va mettre plutôt une caméra cam. Alors dans awake, on va pouvoir dire que cam est égal à caméra dot main, donc est égal à la caméra principale. Et ensuite on va pouvoir dire enfin non, ici ce serait plutôt mieux de mettre directement caméra 2D follow cam, et donc cam est égal à caméra.main.getComponent caméra 2D follow. Donc là on récupère directement son script, et comme ça au moins dans start on va pouvoir dire que donc var clone égale instantiate. Voilà, donc là maintenant je vais pouvoir dire que cam.target est égal à clone. Voilà, donc là logiquement maintenant la caméra devrait me suivre. Voilà, donc là c'est OK. La caméra nous suit. Donc maintenant on connaît notre joueur, on sait où il se trouve, donc du coup on a sa référence, donc maintenant on peut récupérer son script si on le désire. Alors, étant donné que là je suis dans une méthode start, je ne peux pas accéder à clone. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici private transform aussi, transform player plutôt player instantiate. Donc ça, on va dire, ça c'est mon player préfab du coup. Donc on va renommer un player préfab appliqué. Donc là, ce sera mon instantiate. Et donc on va pouvoir dire ici, on l'appellera plus clone, mais on va pouvoir dire que mon player instantiate, donc player instantiate est égal à l'instanciation ici. Donc c'est bien un transform, donc c'est parfait. Donc ici, ça ne sera plus égal à clone, mais à player instantiate. Voilà, donc ici, ce sera dans start, mais ici, ce qui serait bien à faire, c'est de faire donc une méthode, donc private void instantiate player.
Donc là, on va prendre ceci et le mettre ici. Voilà, donc dans Start, on appellera donc Instantiate Player. Voilà, donc maintenant, on peut accéder partout dans notre Game Manager à notre Player Instantiate. Donc maintenant, on va pouvoir récupérer autre chose maintenant. Donc Private Player, donc le script directement. Player, qu'on va appeler Player Script. Et donc Player Script, dans notre méthode Instantiate Player, on va directement associer le script. Donc Player Script est égal à Player Instantiate .get component .get component player. Donc ici on récupère le script directement. Donc là c'est ok. Normalement on va pouvoir dire ensuite, une fois qu'il est instantiate, on va pouvoir dire que player script. Donc là on va abonner notre event. Donc vous voyez qu'ici il y a les propriétés, les events, les méthodes. Donc on va cliquer sur l'event et on a mon event qui est ici, qu'on renommera plus tard. C'est simplement pour vous expliquer. Mais donc mon event, pour l'abonner on doit faire un plus égal. Et ensuite vous voyez qu'ici il me propose de générer une méthode qui correspondra à mon événement. Donc en appuyant sur Tab, donc j'appuie sur Tab et vous voyez qu'ici il me génère une méthode. Donc je fais appliquer. On va la laisser comme ceci et là ici il nous met un throw new system not implemented exception. Donc ça on peut l'effacer. Et ici une fois que l'événement sera levé, eh bien il se passera ce qu'on va indiquer dans cette méthode. Donc si je fais un destroy donc player instantiate .gameObject. Voilà, donc ici je détruis mon player. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester immédiatement, voir si cela marche. Donc on va se rendre dans Game Manager, voir si on n'a rien oublié de passer en paramètres. Voilà, player prefab ici. Voilà. Et on fait OK. Donc vous voyez là, mon player a bien été supprimé. Il n'est plus dans la hiérarchie. Donc c'est OK. On a détruit notre joueur. Maintenant, il faudrait le réanimer. Donc ici, vous voyez qu'on détruit l'objet. Et en fait, ce serait beaucoup mieux de faire une coroutine. Donc, qu'est-ce qu'une coroutine? C'est simplement un code, un bout de code qui va s'exécuter de façon asynchrone à l'autre partie du code, au reste du code. Donc, pour déclarer une coroutine, on va faire donc private de type enumerator qu'on appellera respawn player. Alors vous allez voir, les coroutines c'est génial parce qu'on peut faire des pauses dans le code en fait. Étant donné que c'est asynchrone, on peut faire une pause dans le code. C'est-à-dire que je vais pouvoir attendre la fin de 10 secondes ou la fin d'un frame ou la fin d'une image. Je vais pouvoir faire pas mal de choses avec une coroutine. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire par exemple un debug.log 3. Ensuite, on va faire un yield. C'est comme ça qu'on return donc une valeur. Donc ici, yield return a new wait for second. Donc là, on va attendre une seconde avant de passer à la suite du code. Donc on va faire un copier.
Voilà, donc hop, ici on va mettre donc 2, 1. Et ici, on va instancier mon player. Donc on va réinstancier un player, donc instantiate player. Donc ici, eh bien, une fois qu'on réinstanciera notre player, eh bien, on va de nouveau dire à notre caméra quel est mon nouveau joueur. On va redéfinir le script et lui réassigner la destruction de l'objet qui est ici. Donc maintenant, on va essayer, tout simplement. Donc on met play et on teste. On se suicide. Et là, dans la console, on a... ah oui. Oui. Forcément, ça ne marchera pas. Si dans l'événement, je ne dis pas un start coroutine respawn player. Voilà. Donc ici, en fait, une coroutine ne se démarre pas de la même manière qu'une méthode. On doit donc définir ici une autre méthode, donc start coroutine, qui lui va se charger de la rendre asynchrone. Et donc voilà, on la démarre comme ça. De la même manière, on peut faire un stop coroutine, et en passant aussi la coroutine à stopper par exemple. Ici, étant donné que c'est pas une boucle dans la coroutine, elle va simplement s'effectuer. Une fois qu'elle instanciera notre joueur, eh bien, elle s'arrêtera d'elle-même puisqu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'autres instructions. Donc maintenant, on va essayer. Donc là, on est bien instancié, ma caméra me suit, et ensuite, donc là, 3, 2, 1, et là, on respawn. Voilà. Donc voilà, ici, on en a terminé pour aujourd'hui. Là, je suis désolé, mais la vidéo était plus longue que d'habitude, parce que on a quand même parlé de sujets assez compliqués pour la première fois. Enfin, je veux dire, si vous n'avez jamais utilisé les événements ou les singletons, ça peut paraître un peu compliqué. Donc si jamais vous n'avez pas compris, parce que ça mériterait une vidéo pour chacun de ces sujets. Donc ici on les a survolés, mais voilà, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires vos questions, si vous avez eu des problèmes à comprendre. Je serai ravi d'y répondre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.